La CGT célèbre le 10 mai à sa façon avec une manifestation à Paris des salariés de Renault. Le torchon brûle au conseil municipal de Brest entre élus de l'opposition. Nouvel exode au Nigeria, 700 000 immigrés clandestins sont menacés d'expulsion. À Cannes, c'est la journée Godard. Il nous parlera en direct tout à l'heure de Détective et de son interprète Johnny Hallyday. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous dire d'abord qu'il se passe ce soir des événements graves en Inde sur lesquels nous n'avons pas encore beaucoup de détails, mais on sait tout de même qu'une série d'attentats vient de faire 35 morts et plus de 100 blessés, et le bilan est encore provisoire, des attentats à la fois dans la capitale New Delhi et dans les États voisins. Des bombes ont été déposées et ont explosé dans un train et dans des, et dans des autobus. L'agence officielle indienne qui relate ces événements attribue ces attentats à des militants du mouvement nationaliste sikh. Ce serait donc un nouvel épisode de cette guerre entre le pouvoir central et les sikhs qui s'était traduite déjà en particulier, vous le savez, par l'assassinat de Madame Gandhi en octobre dernier. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres détails, peut-être d'ici la fin de ce journal. En France, ce n'est sûrement pas par hasard que la CGT avait choisi le 10 mai, 4e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, pour rassembler à Paris plusieurs milliers de manifestants appartenant à toutes les usines du groupe Renault. Ils étaient 8 à 10 000 selon les sources et manifestaient d'abord leur inquiétude. La direction de la régie garde toujours le silence sur les mesures qu'elle pourrait prendre pour rétablir sa situation financière et la CGT redoute que cela ne se traduise par des licenciements. Claude Guénaud. 16h, 13h30 sur l'esplanade du Palais Omnisport de Bercy que le rassemblement a commencé à prendre forme, avec l'arrivée des premiers quarts de manifestants venus de toutes les usines du groupe de Douai, Maubeuge, Le Mans, Flins et surtout Billancourt, acheminés par une trentaine de cars sur les 140 affrétés pour l'occasion. Très présente aussi la région Rhône-Alpes venue en train spécial. Au moment où la régie connaît des difficultés sans précédent qui font craindre des licenciements, la CGT a surtout voulu montrer ses inquiétudes. Il n'y a pas un salarié du groupe Renault qui ne s'interroge où va l'entreprise au regard de sa politique actuelle. Que va devenir l'entreprise nationale dans les mois et les années qui viennent si on laisse faire? Et la CGT n'a pas l'intention de laisser faire. Cette manifestation est d'abord constructive, a ajouté André Saint-Jean, en avançant des solutions, indiquant par là même que la CGT veut avoir son mot à dire sur l'avenir de la régie. Tous ces problèmes, comme vous le voyez, nous sommes prêts à en discuter, tant avec la direction générale qu'avec les pouvoirs publics. Nous sommes prêts à toute heure pour engager toute négociation. Pour sa manifestation, la CGT avait choisi le 10 mai, date anniversaire symbolique. Mais les slogans et les banderoles ont surtout pris le PDG Georges Besse comme cible tout au long du parcours. Quant au bilan de cette journée, la CGT annonce 15 000 manifestants, certains inspecteurs de police 7 à 8 000, résultat pas trop éloigné donc de l'objectif fixé à 10 000 par la centrale elle-même. La télévision algérienne n'y est pas allée de main morte hier soir et les accusations qu'elle a lancées contre la France ont soulevé un beau tollé. Alger a affirmé tout simplement qu'en 1960, lorsque la France a procédé dans le Sahara à sa première expérience d'explosion nucléaire, elle a utilisé des prisonniers algériens comme cobayes pour tester les effets des radiations. Les démentis sont venus aussitôt de tous les côtés, du commissariat à l'énergie atomique, de Michel Debré, qui était le Premier ministre à l'époque, et bien sûr du gouvernement, dont le porte-parole Roland Dumas a fait tout à l'heure une mise au point très catégorique. C'est une histoire très ancienne, en même temps que très inexacte. En 1961, un journaliste allemand, me semble-t-il, qui n'était pas à court d'imagination, a fait un reportage duquel il résultait que des expériences avaient eu lieu à Regan, dans le sud algérien, et que les autorités françaises auraient disposé une centaine de soldats du FLN prisonniers pour mesurer les effets de cette explosion sur le corps humain. Vous imaginez un seul instant l'armée française ou les scientifiques français se prêtant à ce genre d'expérience. Il ne faut quand même pas confondre la France de 1960 et les camps d'extermination de l'Allemagne hitlérienne où on faisait des expériences de ce genre.
Dans les prisons, la situation s'est un peu calmée aujourd'hui, bien que quelques incidents aient encore eu lieu à Nice, où une soixantaine de prisonniers sont montés sur les toits. Les forces de l'ordre sont intervenues pour qu'ils regagnent leurs cellules. Il s'est passé la même chose à Chambéry. Incident également à Lyon, à Béziers, à Rouen, à Douai. Le ministre de la Justice, Robert Badinter, a lancé un avertissement tout à l'heure sur Europe 1. C'était le premier depuis le début des troubles. L'ordre doit régner dans les prisons, a dit le garde des Sceaux, qui en même temps confirme qu'il n'a pas l'intention de rétablir les quartiers de haute sécurité, comme le demandent certains syndicats. Il souligne aussi que les prisons sont surpeuplées et que c'est là la cause essentielle du mouvement de colère, un mouvement qui, je vous le rappelle, a commencé au début de cette semaine. En Nouvelle-Calédonie, situation toujours tendue à Nouméa. Les cours ont été suspendus au lycée de la ville, gagné par l'agitation. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, est arrivé ce matin dans le territoire en même temps que le sous-marin nucléaire qui va faire escale pendant plusieurs semaines à Nouméa. Michel Vial. Arrivé à bord du sous-marin nucléaire d'attaque, le Ruby, qui devrait rester 8 à 10 semaines en Nouvelle-Calédonie, Charles Hernu a précisé que les premiers avions de combat rejoindraient le territoire vers le mois d'octobre. Mais le ministre de la Défense a ajouté qu'il n'y avait pas de rapport entre la modernisation des infrastructures et une augmentation, pas du tout envisagée, du nombre des militaires. Il s'agit d'assurer la sécurité de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de tous ceux, quelle que soit leur ethnie, qui habitent sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie. Mais il s'agit aussi de la Guyane, mais il s'agit aussi de la Polynésie. C'est cet équilibre de la région que nos forces armées ont pour mission, par les infrastructures qui seront modifiées, eh bien, de faire en sorte que le concept stratégique corresponde aux capacités et aux conséquences militaires. La situation demeure tendue à Nouméa, surtout depuis les incidents du lycée La Pérouse, où une réunion syndicale du SNES a été interrompue par une vingtaine d'élèves et d'adultes. Ont alors suivi des bousculades et des échanges de cailloux entre quelques 300 élèves européens et wallisiens regroupés devant le lycée et près de 150 lycéens mélanésiens retranchés dans l'internat protégé par un cordon de CRS. Tension persistante également en brousse aujourd'hui à Thio et à Lifou notamment, où une patrouille de gendarmes mobiles a dû se dégager d'un barrage à coups de grenades lacrymogènes. Cette affaire pourrait être une simple querelle de clochers si elle n'avait pas pour théâtre une ville de 150 000 habitants. Il s'agit de Brest, où un différend grave oppose depuis plus d'un an le maire RPR Jacques Berthelot et plusieurs de ses adjoints, en particulier appartenant à l'UDF. Il y a déjà eu toute une série de sanctions, de démissions et de coups de théâtre qui ne sont pas sans conséquences pour le climat politique général de la région. L'enquête sur place de Fernand Tavares. Dans l'opinion française, il faut le reconnaître, l'image de marque de la ville de Brest est plutôt négative. Bien que située en Bretagne, le ciel y est peu ensoleillé et sur le plan économique, la situation critique des réparations navales et du bâtiment n'encourage guère les rares investisseurs à faire le déplacement. Et voilà qu'en plus, une autre crise éclate au grand jour, celle qui déchire aujourd'hui le maire RPR, Jacques Berthelot, et sa propre majorité. Il y a un an déjà, 12 adjoints observaient une grève administrative pour protester contre le style autoritaire et le manque de concertation du maire de Brest. Et puis 3 d'entre eux passaient du RPR à l'UDF. Réplique du premier magistrat, suspension des délégations. En octobre 84, 2 conseillers RPR rendaient cette fois eux-mêmes leur tablier en dénonçant l'installation d'une monarchie municipale. Enfin, en mars dernier, 2 autres élus UDF quittaient à leur tour le navire. Réaction de Jacques Berthelot, on ramène de 21 à 15 le nombre des adjoints. Mais Jacques Chirac s'en mêle et exige l'annulation d'une telle décision. Marche arrière du maire de Brest qui remet tout à zéro et voudrait refaire l'union. Trop tard semble-t-il, l'équipe est épuisée, partant de secousse. Avec l'ancien maire Georges Lombard, une majorité demande la démission de Jacques Berthelot. Je fais remarquer qu'il y a des adjoints RPR, comme il y a des adjoints CDS, comme il y a des adjoints PR, qui ne veulent plus travailler avec lui. Alors je souhaite, s'il se rend compte qu'il ne peut plus faire l'union, qu'il ait la dignité, si je peux employer ce terme, d'en tirer les conséquences. Mais pas seulement pour les villes, pour lui aussi. Je ne pense pas qu'un maire se grandisse, dans la mesure où étant comme il l'est, tragiquement minoritaire, s'il reste, il conduit l'opposition nationale à la catastrophe. Alors ça, je ne le lui souhaite pas. Dire qu'une majorité souhaite mon départ, ce sont des affirmations qui me semblent, pour le moment, tout à fait prématurées. Il y a un certain nombre de personnes qui ont demandé mon départ, qui sont loin d'être majoritaires. Et je dois dire que, sauf inventaire, et je suis en train de consulter dans toutes les directions et sans exclusive,
Eh bien, nous verrons bien. Si, pour permettre à Brest de retrouver une équipe efficace, solidaire, dévouée, allant de l'avant, il faut que j'assure la suite, je l'assurerai pendant les 4 ans qui viennent. La position de Georges Lombard sera déterminante, car jusqu'à ce jour, il défendait Jacques Berthelot contre vents et marées. Ce dernier rempart ayant cédé, le dénouement de ce que l'on appelle l'affaire de Brest ne devrait plus se faire attendre. Mais en tout état de cause, les plaies auront bien du mal à se cicatriser. Les offices d'HLM crient famine. La crise économique les frappe de plein fouet, tout comme les locataires qu'ils abritent et qui souvent ne peuvent plus payer. Bref, les HLM ne peuvent pas remplir leur mission, qui est d'héberger des familles plutôt démunies, et elles demandent de l'aide. Leur congrès vient de s'ouvrir à Nancy et il doit recevoir la visite du ministre du Logement, Paul Quilès. Moderniser pour mieux servir. Le thème plutôt vague de ce congrès cache mal les difficultés auxquelles doit faire face l'Office des HLM. Des difficultés d'ordre principalement économique qui font que les HLM ont de plus en plus de problèmes pour assurer leur vocation de politique sociale du logement. Leurs freins, ils sont connus. Ce sont les difficultés du bâtiment, la crise économique du pays, mais aussi la dégradation des immeubles qu'il faut sans cesse rénover. La crise, elle n'épargne pas non plus leurs locataires. On estime qu'en 4 ans, les loyers impayés sont 2 fois plus nombreux. Il se pose alors en plus ce problème de chômeurs, de familles en difficulté aiguë, et là c'est un problème de solidarité nationale, car nous sommes obligés d'avoir des comptes en équilibre. Nous avons des sociétés anonymes qui sont au droit public, de droit privé, je veux dire, des offices qui sont de droit public, mais dans les 2 cas, ils doivent équilibrer leurs comptes. Ils ne peuvent pas se permettre de vivre en déficit, sinon ils sont obligés de faire payer au travers des loyers, bien entendu, les compensations qu'ils apportent à d'autres. Comme les loyers sont actuellement limités, ça veut dire qu'ils prennent sur leurs réserves. Ils ne pourront pas indéfiniment prendre sur leurs réserves. La question de ce congrès sera sans doute de savoir où chercher l'argent pour remplir les caisses des HLM. Déjà, la tendance est de recruter de nouveaux locataires solvables dans des immeubles de meilleur standing. Le problème des HLM sera de trouver l'équilibre afin de rester fidèle à sa vocation sociale. Les universités françaises seront désormais classées chaque année. On dira qu'elles sont les meilleures. Ce sera le rôle d'un comité national d'évaluation, présidé par le mathématicien Laurent Schwartz. Un comité mis en place officiellement ce matin par François Mitterrand, qui définit 3 principes pour l'université française: autonomie, émulation et qualité. Véronique Bonnet. Sous l'œil attentif et quelque peu frileux des plus hautes instances universitaires, notamment tous les recteurs et présidents d'université, Laurent Schwartz, qui préside le comité national d'évaluation des universités, a dessiné ce matin à l'Élysée les contours de sa mission. Le comité aura une indépendance absolue. 15 membres, dont 7 universitaires, sont nommés pour 4 ans, sans qu'aucune réglementation ne vienne peser sur leurs conclusions. Un rapport annuel sera remis au chef de l'État, puis rendu public, afin de mieux guider les étudiants. Au passage, Laurent Schwartz a réaffirmé sa volonté d'écarter tous les tabous et corporatismes, de récompenser l'innovation et l'ouverture sur l'extérieur, sans pour autant négliger la recherche fondamentale. Reste maintenant à déterminer le mode d'évaluation du CNE. Nous allons donc recruter des experts qui travailleront pour nous, avec indépendance, mais sous notre responsabilité, toujours accompagnés de personnes de chez nous, et c'est nous qui signerons tous les rapports. Alors, sur la sélection, j'ai toujours les mêmes idées, mais mon but n'est pas ici de faire triompher une idée. Mon but ici est d'évaluer objectivement, dans chaque université, ce qui se passe. Les écoles d'ingénieurs et les IUT, par exemple, qui sélectionnent leurs étudiants, seront aussi prises en compte dans le bilan du CNE, au même titre que les universités qui, elles, ne pratiquent pas cette sélection. Il leur faut désormais prouver qu'elles peuvent simplement, par l'évaluation, regagner un crédit trop souvent perdu dans l'opinion. Gros point d'interrogation pourtant, les plus recherchées d'entre elles pourront-elles continuer à se passer de cette sélection? Vous gardez sûrement en mémoire des images très pénibles qui nous étaient venues il y a 2 ans du Nigeria. On avait vu des milliers de personnes, des immigrés clandestins, chassés à coups de bâton jusqu'aux frontières parce qu'on les accusait d'aggraver la crise économique qui frappe le pays. Eh bien, le même scénario risque de se reproduire car le gouvernement de Lagos a donné l'ordre une nouvelle fois à 700 000 étrangers de quitter le pays. L'ultimatum expirait aujourd'hui et bien sûr l'exode a déjà commencé. Mais Interman. Lagos, une nouvelle fois, chasse ses travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Ils sont 700 000, la moitié originaire du Ghana, mais aussi du Niger, du Bénin, du Tchad. Ils sont forcés de quitter cet Eldorado tari, le Nigeria, qui symbolise bien deux impasses du monde en développement. D'une part, sa capitale Lagos, hypertrophiée, 5,5 millions d'habitants, criminalité, misère, inflation, attribuée en partie aux étrangers. D'autre part, un pays qui a axé tout son devenir sur une matière première unique, le pétrole, 85% de ses ressources. Mais aujourd'hui, les bénéfices du pétrole diminuent considérablement. Dans ce contexte, le marché du travail au Nigeria est de plus en plus dur. Cette décision des militaires, comme celle des civils il y a 2 ans, correspond donc à un climat de xénophobie sur un continent en crise où la solidarité est souvent un mot. Beaucoup de ceux qui fuient aujourd'hui avaient déjà été contraints à l'exode décrété en 1983. Ils y étaient revenus, même si les frontières du Nigeria étaient bouclées. Sur cette route du retour, ils ne bénéficient d'aucune aide internationale. L'ONU a demandé le statut de réfugié pour quelques 60 000 Tchadiens qui risquent de connaître un retour encore plus risqué que les autres. Pour tous, c'est un exode dans l'indifférence du monde. Au Festival de Cannes, on s'attendait à une journée agitée aujourd'hui avec l'arrivée de Jean-Luc Godard et de ses interprètes, Johnny Hallyday et Nathalie Baye. Eh bien, on n'a pas été déçus. Et Godard en particulier n'a pas été déçu. Puisqu'en entrant dans le palais tout à l'heure, un jeune inconnu, vous voyez, lui a lancé au visage une de ces tartes à la crème qui naguère faisait les délices du cinéma muet. Incident sans gravité bien sûr et heureusement, mais qui témoigne bien de la fièvre qui embrase la Croisette lorsque débarque un nouveau Godard. Son film, faut-il vous le rappeler, s'appelle Détective et on parle beaucoup à son propos d'un retour aux sources, une sorte de retour à l'époque d'À bout de souffle. Alors, est-ce que c'est votre avis, Henri Chapier ? Tout à fait. Vous savez, moi, c'est le Godard que j'aime, c'est le Godard de ma jeunesse, et je suis sorti de là heureux, tout à fait heureux. D'abord parce qu'enfin, voilà du cinéma qui ne ronronne pas, qui nous accable pas par son didactisme, sa narration scolaire, et qui nous offre une poésie extraordinaire, beaucoup de verbes, de l'humour, énormément d'humour, et beaucoup de modernité. Alors, je ne peux pas en dire plus. Pour moi, c'est vraiment ce que j'attendais de mieux depuis longtemps. Voilà, et vous allez voir quelques images qui, évidemment, ne vous donneront qu'un pâle reflet, elles. Qu'est-ce que c'est cette robe? J'ai commencé à vous rembourser. Ah, bonne idée. Excellent. Combien ça vaut? 2500 francs. J'ai laissé 1500. C'est bien ce que vous m'aviez donné? Un début, c'est vraiment un début. C'est même pas les intérêts des intérêts. Des intérêts, des intérêts. Quand même. Alors, enfin quoi, moi je me suis intéressé vraiment à vos affaires. Je sais. Alors, nom de Dieu, merde! Bon, si ça commence comme ça, c'est pas la peine, hein? Ah non! Bah, on commence comme vous. Émile, s'il te plaît. Oui, pardon. Pardon. Jean-Luc Godard, une question de téléspectateurs. Ce son extraordinaire, comment l'obtient-on et est-ce qu'il sera dans les salles, ce qu'on a entendu ici? Ah, il sera en tout cas dans toutes les salles dites stéréo Dolby, en particulier les salles Gaumont et UGC qui sont très bien équipées. Gaumont a fait un énorme effort, on dit souvent du mal de Gaumont, il a fait un énorme effort sur le point de vue technique et des salles comme le Normandie, par exemple, sont une des plus belles salles du monde aujourd'hui. Là, c'est simplement du son stéréo Dolby, bien employé, magnifiquement traité par le laboratoire Éclair pour la première fois en France. Et voilà. Et alors, beaucoup de gens se sont demandé au générique pourquoi il y avait des acteurs et des stars. Cette subdivision, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a les deux, c'est pas moi qui... Hein. Il y a des stars, il y a des étoiles. C'était bien de les... Je sais pas, de les différencier, ça ne veut pas dire que les acteurs ne puissent pas être des étoiles aussi, et puis que les stars ne puissent pas aussi savoir jouer, ce qui est le cas dans ce film avec Johnny. Alors justement, Johnny, cette rencontre et ce désir me rappelle, moi, un film que vous avez fait, 1+1, avec Mick Jagger. Vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Ce film avec Mick Jagger, peu de gens l'ont vu. Johnny attire tout le monde, pourquoi Johnny? Ben, il est venu en outsider, en dernier. Et il a bien remonté la ligne. Et moi, j'ai toujours pensé que Johnny pouvait jouer des personnages chantés seuls, pas avec 36 000 éclairs comme au Zénith. Pouvait chanter du Brel, ses propres chansons, pouvait chanter du Desnos.
Mais ce que vous lui avez écrit, vous, comme dialogue, ça vient comme une chanson. Sa voix est remarquable. C'est un instrument dans le film. Ah, mais il a une voix remarquable. Enfin, ce film a beaucoup de voix. Léo a une voix remarquable. Cuny a une voix admirable. Terzieff a une des plus belles voix. Et on entend même la voix, à cause de ça, de Jean Marais dans La Belle et la Bête. Est-ce que c'est juste de dire, dans le film, à un moment donné, on dit dans les grandes villes, il se passe rien. Est-ce que dans... Ah non, on dit Seigneur, les grandes villes sont maudites. Voilà. C'est Rilke. Et alors là, vous pouvez qu'il se passe des choses. Quand on a un regard, il se passe des choses. Quand on a quelque chose à dire, à faire, il se passe des choses. Comme dans le cinéma. Oui, ben il faut vaincre la malédiction. Et une bonne diction n'est pas inutile pour vaincre le mal. Voilà. Merci Jean-Luc Godard. Merci Henri. Et on retrouve Henri Chapier demain à Cannes. Sur les marchés financiers, une nouvelle flambée à Wall Street, la bourse de New York, une situation plus calme à Paris où les valeurs sont encore en hausse et un dollar qui pour une fois ne joue pas les montagnes russes. Regardez. Enfin une journée sans que le dollar ne joue aux montagnes russes. Il est resté à peu près stable, à Paris ce matin comme ce soir à New York, où il est toutefois revenu un peu en dessous des 9,50 francs ce soir. Encore une bonne séance à la Bourse de Paris. On est visiblement satisfait de la baisse du loyer de l'argent au jour le jour. Les actions françaises ont progressé au total de près de 3% depuis le début du mois. Encore une excellente séance également à Wall Street. L'indice Dow Jones confirme son démarrage d'hier et s'envole littéralement ce soir après l'annonce d'une détaxation possible du capital investi en actions. Le temps, en deux mots, j'aimerais vous dire le contraire, mais ça ne va pas changer. Ce sera encore des nuages, encore de la pluie, et surtout tout cela au nord de la Loire. Partout ailleurs, quelques éclaircies, mais également des averses, en particulier sur les reliefs et des risques d'avalanche sur les Pyrénées et les Alpes. Partout, le vent du nord donnera des températures toujours fraîches, de 11 degrés au maximum sur le nord, à 18 degrés toujours au maximum sur le sud. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h50. Excellente fin de soirée sur la 3. Et avant de nous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. 8 à 10 000 manifestants de la CGT à Paris pour la défense des emplois chez Renault. Et réponse cinglante de la France aux accusations algériennes à propos du premier essai nucléaire dans le Sahara. Encore un exode au Nigeria qui menace d'expulser 700 000 immigrés clandestins de son pays. Jean-Luc Godard, superstar à Cannes, la projection de son détective a été l'événement de la journée.